Il n'y a pas, par exemple, de terrorisme international, tu n'as pas de migrants qui arrivent en Europe du Sud-Soudan. Donc tout ça explique peut-être un certain manque d'intérêt des gouvernements et aussi des médias occidentaux. À part l'impératif humanitaire, il n'y a pas grand-chose qui nous pousse à agir au Sud-Soudan. Pour nous, bien sûr, c'est tout ce dont on a besoin. Bonjour François. Bonjour Fred. Alors, tu rentres d'une mission de 18 mois comme chef de délégation au Soudan du Sud. Tu étais basé à la capitale, Djouba. C'est un conflit dont finalement on ne parle quasiment pas du tout et pourtant les conséquences humanitaires sont extrêmement importantes sur les populations civiles. Est-ce que tu peux résumer déjà ce conflit et le travail du CICR dans ce contexte-là? Oui, volontiers. Effectivement, le Soudan du Sud est une des plus grosses opérations du CICR, peut-être même la plus grosse en termes logistiques et opérationnels. Très brièvement, donc, le Soudan du Sud a gagné son indépendance en 2011. Malheureusement, après juste 2 ans, en décembre 2013, il y a 5 ans de cela, un conflit civil a éclaté, essentiellement motivé par l'incapacité des deux dirigeants, Salva Kiir et Riek Machar, à s'entendre sur le partage du pouvoir. Ce qui a donné aussi des conséquences tribales à ce conflit qui a effectivement ravagé le pays depuis ces 5 dernières années. À noter que ceci fait suite à des dizaines d'années de lutte pour l'indépendance du Soudan et aussi un état de négligence de cette partie d'Afrique depuis des décennies. Donc il y a un manque d'infrastructures, un manque de développement absolument criant dans ce pays qui vraiment a besoin de paix d'abord et de développement ensuite. Alors le CICR, du fait justement de ce déficit, enfin d'un conflit interminable si on le rajoute au conflit du Soudan et du Sud-Soudan à l'époque avant l'indépendance du Soudan du Sud, et ensuite les infrastructures, un État peut-être pas failli, mais en tout cas pas très performant. Donc quelle est la palette d'activités du CICR? On peut l'imaginer extrêmement important. Alors c'est extraordinaire et personnellement j'ai vraiment adoré cette mission. Où il y a littéralement toute activité qui existe dans le registre du CICR est mise en place au Sud-Soudan. On commence par l'assistance d'urgence. Le Sud-Soudan est le seul pays où le CICR fait des drops aériens pour de la nourriture, ce qui est un moyen très spectaculaire de distribuer de l'assistance, mais il faut le reconnaître, relativement inefficace et surtout très cher. Donc on regarde pour des alternatives, que ce soit par rivière, par camion, mais surtout on donne aussi des moyens d'assistance qui mettent plus l'emphase sur la résilience des populations, comme par exemple distribuer des semences, des outils, des fishing kits. Et aussi, on a là un grand programme de vaccination de bétail. Le bétail est extrêmement important pour ces populations du Sud-Soudan, les Nouers, les Dinkas surtout, mais aussi d'autres, pour qui le bétail est vraiment leur richesse, leur portefeuille d'action, leur compte en banque. Il ne faut pas voir ça sur le plan de la nutrition. C'est vraiment tout ce qu'ils ont de valeur est représenté par le bétail. Pour revenir un peu sur les airdrops, les points positifs, les points négatifs, là tu disais que c'était relativement inefficace. Alors pourquoi on le fait ou pourquoi ça se fait? Alors on le fait parce qu'il n'y a pas d'alternative pour atteindre les populations là où elles sont et là où nous faisons des drops. Ce sont des régions extrêmement reculées. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de route. Le Sud-Soudan est inondé environ 6 mois par année, une bonne partie du Sud-Soudan. Donc en termes logistiques, les populations se sont déplacées à cause du conflit. Et c'est malheureusement le seul moyen d'atteindre ces populations-là pour l'instant. Quand je dis inefficace, c'est qu'effectivement ça requiert beaucoup d'organisation parce qu'il ne s'agit pas seulement de distribuer la nourriture depuis l'avion, il faut un team au sol, il faut identifier les bénéficiaires, émettre les cartes d'enregistrement, surveiller le drop pour être sûr qu'il n'y ait pas de victimes. Malheureusement, c'est arrivé par le passé que des gens soient tués par des sacs qui tombent du ciel. Donc s'assurer que ça ne se reproduise pas et bien sûr assurer aussi que l'assistance est aux bonnes personnes, qu'il n'y ait pas de malversation. Donc ça requiert en tout cas 3 semaines de présence au sol et c'est pour ça que le CICR, vu son accès au Sud-Soudan qui est très bon envers toutes les parties du conflit, peut déployer des équipes au sol pour préparer ces distributions. Mais ça représente justement beaucoup de travail pour une quantité d'assistance qui est finalement très modeste par rapport à ce qu'on peut amener en camion et surtout en bateau. Comment tu expliques que l'acceptation du CICR soit donc bonne au Soudan du Sud?
Je crois que c'est surtout 40 ans de présence, 40 ans de travail neutre et indépendant selon les principes humanitaires. On entend parfois dire qu'au Sud-Soudan, on ne peut pas travailler selon les principes humanitaires. Moi, je réponds que justement, si le CICR a cet accès, c'est parce qu'on travaille depuis 40 ans selon les principes humanitaires, notamment de neutralité, d'indépendance. Il y a beaucoup de polarisation. Il y a parfois des relations tendues entre Djouba et les capitales occidentales. Le CICR, jusqu'à maintenant, a toujours réussi à se maintenir justement au-delà de ces divisions et maintenir une image propre. En 30 ans de CICR, j'ai vraiment très rarement vu un contexte où le CICR bénéficie d'une telle réputation. Et en tant que chef de délégation, c'est ce qu'on doit vraiment défendre à tout prix, parce que cette réputation nous donne l'accès et la confiance des populations. Comment tu expliques que le conflit du Soudan du Sud est finalement passe complètement à la trappe médiatique, alors qu'on s'en souvient, le conflit du Sud-Soudan, avant donc l'indépendance de l'État, était quand même quelque chose de beaucoup plus médiatisé, et même dans lequel les humanitaires s'exprimaient beaucoup autour de ce conflit-là. C'est juste, il y a une certaine fatigue, ça fait 5 ans d'une part, je pense que ça explique une partie de cet oubli. Il y a aussi le fait que, à part l'impératif humanitaire, il n'y a pas grand-chose qui nous pousse à agir au Sud-Soudan. Pour nous, bien sûr, c'est tout ce dont on a besoin. Mais il n'y a pas, par exemple, de terrorisme international, tu n'as pas de drapeau noir qui flotte sur le Sud-Soudan, il n'y a pas de djihadisme, il n'y a pas non plus de phénomène de migration, tu n'as pas de migrants qui arrivent en Europe du Sud-Soudan. Donc tout ça explique peut-être un certain manque d'intérêt des gouvernements et aussi des médias occidentaux. Le conflit précédent pour l'indépendance, comme tu le sais, était un peu présenté, notamment aux États-Unis, comme le conflit des bons chrétiens du Sud contre, entre guillemets, les méchants musulmans du Nord. C'est un peu comme ça que ça s'est vendu. Et c'est vrai que les États-Unis ont joué un rôle important dans la facilitation, dans l'émergence de cet État du Soudan du Sud. Mais maintenant, c'est une donnée entièrement différente. Donc c'est vraiment un conflit interne. Le défi, donc là tu viens de quitter Djouba, les défis pour le CICR dans ce contexte-là? C'est maintenir l'accès, c'est surtout maintenant s'adapter à la nouvelle situation. Et on vit des moments très intéressants au Sud-Soudan, parce que comme tu le sais, nous avons un accord de paix qui a été signé au mois de septembre, un accord de paix entre les deux parties, qui donne lieu à certains espoirs, aussi beaucoup de scepticisme, parce que les signataires de l'accord de paix sont Salva Kiir, le président, et son principal opposant, le docteur Riek Machar, qui ont malheureusement démontré de par le passé à ne pas vraiment pouvoir travailler ensemble. Tu te rappelles, en juillet 2016, il y a eu ces incidents extrêmement sérieux à Djouba entre les deux. Donc beaucoup de scepticisme, mais quand même, il faut le constater, et ça on le constate sur le terrain, on voit une baisse notable des évacuations d'urgence de blessés de guerre, des admissions dans nos hôpitaux de chirurgie de guerre. Donc il y a depuis quelques mois une baisse du conflit entre le gouvernement et l'opposition principale. Il y a toujours d'autres sources de violence armée. Il y a les raids pour voler le bétail qui sont parfois très meurtriers, différentes formes de violence intercommunautaire. Ça, malheureusement, ça continue. On voit aussi l'émergence d'une criminalité liée, d'une violence liée à la criminalité. Donc, de loin, tout n'est pas réglé. Mais il y a tout de même le certain espoir que les choses peuvent changer. On a un accord sur la table, on a un calendrier qui ne sera peut-être pas respecté à la lettre, mais qui donne justement une certaine feuille de route devant nous, qui prévoit le retour du docteur Riek Machar à Djouba, ce qui rend aussi les gens un peu nerveux. Donc à partir de là, il faudra voir si nous, on ne peut pas aussi adapter notre réponse, et on est en train de le faire. Pour l'instant, nous avons toujours eu, comme je l'ai dit, la réponse d'urgence, par exemple les drops ou la chirurgie de guerre, mais aussi la résilience avec les semences, la vaccination du bétail. Dans la santé, on fait aussi beaucoup de soutien aux réseaux de santé primaire et secondaire. Donc on espère, avec cette nouvelle situation, pouvoir mettre l'accent plus sur la résilience et un peu moins sur l'urgence. Mais étant le CICR, vu notre passé, notre crédibilité dans le contexte du Sud-Soudan, on veut absolument rester prêt à remettre la compresse, si je peux dire, sur l'urgence si nécessaire, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être surpris, malheureusement, si les choses se passent mal, tout en espérant qu'elles vont se passer quand même mieux. Alors tu viens de finir donc cette mission au Soudan du Sud, chef de délégation à Djouba, mais tu finis aussi ta carrière après plus de 30 ans de comité international de la Croix-Rouge. Alors on est dans quelle disposition quand on fait cet adieu aux armes?
Écoute, c'est beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de souvenirs. Effectivement, moi je suis en tout cas ravi d'avoir terminé cette phase de ma carrière sur cette note au Sud-Soudan hautement opérationnelle. Ça m'a vraiment, c'est pas que j'avais besoin d'être réconcilié, mais c'est vraiment une forme de retour aux sources. Quand tu es au Sud-Soudan pour le CICR, il n'y a aucune question existentielle par rapport. Tu as l'impression que ce contexte est fait pour le CICR et que le CICR est fait pour ce contexte. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment une joie au niveau professionnel de s'engager dans cette opération. Maintenant, si je regarde ces 30, 31 dernières années, personnellement, je me considère comme extrêmement privilégié d'avoir eu toutes ces années de croissance du CICR, d'avoir eu la chance de travailler dans des contextes extrêmement différents, que ce soit en Asie du Sud-Est, dans différentes parties d'Afrique, notamment beaucoup dans les Balkans aussi, mais aussi dans des contextes plus politiques comme Washington ou bien l'Inde, et aussi au siège de Genève. Donc moi, j'en retiens que du bonheur. Vraiment, j'ai la chance d'avoir une mémoire assez sélective et je tends à me rappeler plutôt les bonnes choses. Donc pour ça, je crois qu'il faut être extrêmement reconnaissant de ce qu'on a pu recevoir. Et puis justement, j'ai aussi la chance et le privilège de prendre ma retraite anticipée relativement tôt. Donc je vois plus ça vers une transition, l'opportunité de faire d'autres choses, d'autres aventures. Mais pour moi, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Bon, bah écoute, alors merci à toi, bon vent, et puis va vite me soigner cette gorge. Merci.